une production Binge Audio, évidemment. Prvo sam bila potpuno zapanjena. Nikad nisam mogla da shvatim da stvarno da počinje rat. Idu avioni preko moje kuće, bum, bombarduju relej. Alo, da, general Mladić. Lorsqu'a démarré l'attaque russe contre l'Ukraine en février 2022, on a vu ressurgir le souvenir d'un moment où la guerre avait déjà frappé aux portes de l'Europe. C'était au début des années 90. À l'époque, la volonté d'indépendance des États qui formaient ce qu'on appelait la Yougoslavie s'était transformée en conflit armé entre les Serbes et les autres populations locales, notamment les Croates et les Bosniaques. Cette guerre, qui va durer jusqu'à la fin de l'année 95 et qui a fait plus de 100 000 morts, elle a eu des conséquences profondes sur la perception des conflits modernes et sur l'évolution du droit pénal international. Comme souvent, aux côtés des victimes de cette guerre, on trouvait des humanitaires, et notamment Médecins sans frontières. À l'époque, le président d'MSF, c'était Ronny Broman, une voix importante de l'action humanitaire, le témoin des nombreux drames qui ont frappé le monde ces 50 dernières années. Il va remonter pour nous le fil de ses souvenirs de la guerre d'ex-Yougoslavie dans cet épisode coproduit avec MSF, des souvenirs qui vont du siège de Sarajevo au massacre de Srebrenica. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Médecins sans frontières a retiré ses équipes de Yougoslavie parce que, après les attentats dont on a été victime, dont la Croix-Rouge a été victime, attentats qui sont délibérés, qui visaient directement les équipes humanitaires, nous estimons qu'il n'est plus possible d'agir sur le plan humanitaire en Yougoslavie et même, en allant plus loin, que l'humanitaire devient un trompe-l'œil, devient une véritable mascarade dans ce pays. C'est pas un embargo, ce ne sont pas des mesures de rappel diplomatique qui peuvent faire quelque chose, c'est l'envoi direct sur le terrain d'une force d'interposition armée. Alors Ronny, on est en mai 1992. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe qu'un convoi du CICR a été attaqué par les forces nationalistes serbes qui encerclaient Sarajevo. Un missile est tombé sur son véhicule, il est mort. Et ça a fait remonter des questions que nous nous posions déjà depuis quelque temps, à savoir celle de l'usage de l'humanitaire comme une sorte de substitut à une responsabilité que nous estimions être essentielle et d'ordre politique, à savoir aider les Bosniaques de Sarajevo, en tout cas, à se libérer du siège dans lequel ils étaient enfermés. Donc, ça a été la réaction d'un moment. Nous nous sommes retirés provisoirement de Sarajevo et le mois suivant, nous y sommes retournés. L'idée étant de marquer le coup, d'une certaine manière, de tenter de mettre en face de leurs responsabilités des dirigeants européens. Je pense ici à la France et à l'Allemagne. La France soutenait grosso modo, l'Élysée, disons, soutenait plus ou moins les Serbes, et à l'idée que la Yougoslavie était un pays qu'il fallait défendre en tant que tel contre son démantèlement. Et de l'autre côté, l'Allemagne, elle, avait soutenu d'emblée, sans concertation avec d'autres pays européens, l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, qui avait donné en quelque sorte le coup d'envoi au démantèlement et aux proclamations de souveraineté et d'indépendance qui ont marqué le conflit. Donc cette division franco-allemande, elle devait aussi être freinée par le fait que la campagne pour Maastricht, donc une campagne électorale essentielle dans le processus de construction européenne, était en train de démarrer, et ça créait donc une sorte de brouillard autour de ces enjeux. Tout ça, c'est avec le recul qu'on peut le voir. Sur le moment, ce que nous voyions, nous, c'était que on servait en quelque sorte d'amusement, de distraction. Distraction sans force, c'est-à-dire on distrayait les gens de l'essentiel, à savoir la nécessité de défendre ceux qui étaient agressés contre les agresseurs. Voilà, donc c'est cela que m'évoque cette archive. L'idée de critiquer, non pas l'humanitaire, mais les usages politiques trompeurs de l'humanitaire, elle faisait d'une certaine manière déjà partie d'une certaine forme de positionnement de MSF dans certains cas. C'est pas systématique, naturellement. C'est quand ça nous paraît pertinent. Ce qui était nouveau, par contre, c'était l'appel aux armes.
Depuis 2 mois en Bosnie-Herzégovine, 5000 morts ou disparus. Alors en général, c'est pratiquement la même chose. RTL, le 29 mai 1992. 20 000 blessés et en tout cas 1 200 000 Bosniens contraints à l'exode. Oui, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous dans êtes président de Médecins sans frontières, alors je sais bien que vous n'êtes que président de Médecins sans frontières, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on fait rien. Il faut que le public le sache parce que cela a assez duré. Tous nous sommes réduits à l'impuissance totale. Bon, alors Ronnie Broman, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que des troupes s'interposent à Sarajevo. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire au président Mitterrand, à Jacques Delors? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Que le faux sur un plan pratique. Que le faux semblant humanitaire et juridique a assez duré et que c'est une intervention militaire qu'il faut organiser là-bas, qu'il faut absolument protéger par les moyens qui sont en notre possession. Après tout, on a des armées, on a des moyens, mais tant qu'ils ne seront pas menacés nous-mêmes directement, nous allons laisser ce massacre se perpétrer. Et je trouve cela totalement insupportable et je pense que l'Europe est en train de se discréditer aux yeux du monde entier en laissant se perpétrer ce carnage qu'elle a les moyens matériels, pratiques de stopper. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que justement vous, patron de MSF, dites il faut une intervention armée parce que c'est pas, en gros, pour reprendre une formule qui sera célèbre par la suite, c'est pas avec des médecins qu'on arrête une guerre? C'est la conjonction de plusieurs choses. C'est-à-dire Sarajevo encerclé et d'une certaine manière bouclé à double tour. Bouclé par les batteries serbes et les forces serbo-bosniaques qui encerclaient la ville et qui la bombardaient. Et double peine, d'une certaine manière, une sorte de siège informel que les Nations Unies avaient entériné en décrétant que seule la voie aérienne était possible. Et finalement, on donnait à manger à la cuillère à des gens qui auraient pu se nourrir si ce blocus n'avait pas été complété par les Nations Unies. C'est pour ça que je parlais d'une sorte de siège non déclaré et non intentionnel, bien entendu, mais qui avait pour objectif de mettre la situation entre les mains des Nations Unies et des Nations Unies dans leur forme la plus docile vis-à-vis de la force brute, c'est-à-dire vis-à-vis des Serbes. Et là, il ne s'agissait pas, à mon avis, de prise de parti politique. Il s'agissait plutôt d'une sorte de renoncement à jouer un rôle volontariste actif. Et donc c'est cela qu'il s'agissait de dénoncer. Et j'avais, de façon peut-être un peu simplificatrice, j'avoue qu'aujourd'hui encore je ne le sais pas, j'avais, comme d'autres, l'idée que mettre un coup sur les batteries qui bombardaient Sarajevo, c'est-à-dire rompre l'isolement militarisé du siège de Sarajevo, c'était possible. Comment s'est reçu cet appel à ce moment-là, à la fois autour de vous, puis dans l'opinion en général? Quel souvenir vous en gardez de la réception de cet appel? Dans l'ensemble, ça a été très bien reçu, y compris à MSF. J'avais été, je dois dire, assez cavalier. Enfin, j'en avais pas parlé à mes collègues. Ceux qui m'en ont voulu, c'était les Serbes et les partisans des Serbes. Et j'ai reçu, à la suite de ça, des menaces assez précises. Je commençais à donner des cours à Sciences Po à l'époque, et je me suis fait, bousculer. Enfin, bousculer, mais pas de façon effrayante, hein, mais simplement, disons, agressé verbalement par des étudiants serbes ou pro-serbes qui ne supportaient pas ces positions. Mais c'était quand même minoritaire, je ne vivais pas, moi, en état de siège, hein, je le précise. Et dans l'ensemble, ça a été en effet bien reçu. MSF est présent depuis le début du conflit sur le terrain. Il y a eu plusieurs épisodes très importants, des épisodes aussi très douloureux. Et en préparant cette discussion, on a discuté de ce qui s'était passé à Vukovar en 1991, donc 1 an avant ce qu'on a entendu. Est-ce qu'on peut raconter un peu quel est le contexte et sur quoi ça a abouti en gros? Grosso modo, des milices serbes qui s'étaient déjà illustrées au Kosovo et qui allaient s'illustrer ensuite au Kosovo, hein, les Aigles Blancs de Viktor Šešelj, font le siège de municipalité de la région de Vukovar, qui est une région frontalière avec la Croatie. Et les Serbes entendaient serbiser
cette région et donc attaquait les Croates. Des milices croates se sont constituées en réplique à l'attaque des milices serbes, donc ces fameux aigles blancs, et massacres et contre-massacres se sont succédés dans la région, aboutissant au siège de Vukovar, qui était une ville à majorité croate, mais majorité seulement. Il y avait peut-être un peu plus de 50% de Croates, mais il y avait plus de 40% de Serbes. En fait, c'est une ville serbo-croate ou croato-serbe, disons. Et là, eh bien, c'était une ville qui est devenue d'une certaine manière croate, encerclée par les Serbes. L'hôpital de Vukovar, qui abritait déjà un certain nombre de blessés liés aux affrontements antérieurs, était ciblé. Nous avons réussi à organiser une première évacuation de l'hôpital. 109 blessés qui ont été transbordés dans plusieurs camions. Et le convoi qui sortait de Vukovar, en route donc vers Zagreb, vers la Croatie, a été, j'allais dire attaqué, non, pas attaqué, mais a été la cible d'un explosif qui avait été mis en place entre l'aller et le retour, donc visant spécifiquement ce convoi, ça ne fait à peu près aucun doute. Donc un camion a été endommagé, nous avons eu 2 blessés, enfin une infirmière qui a dû être rapatriée, et un médecin qui a perdu l'ouïe d'une oreille. Les blessés n'ont pas été plus blessés que cela, l'explosif n'était pas extrêmement puissant, heureusement ils auraient pu tuer le personnel de tout un camion, ça n'a pas été le cas. Mais enfin, c'est ce qui a mis fin à cette tentative. Et derrière, pour autant que je sache, le sort des blessés de l'hôpital de Vukovar a été affreux. Ils ont été passés par les armes. Et donc, octobre 91, on peut dire que c'est ce qui annonce ensuite avril 92, pour ainsi dire, c'est-à-dire le début du siège de Sarajevo, mais qui est lui-même suivi de la proclamation d'indépendance de la Bosnie peu de temps avant. Donc on voit que là, le cercle, j'allais dire vicieux, en tout cas la spirale de violence dans laquelle est plongée l'ex-Yougoslavie est plus qu'amorcée. Elle est maintenant en route. Vukovar a été sur le moment un événement extrêmement médiatisé, annonciateur de façon évidente de troubles qui n'allaient faire que s'aggraver. Mais d'une certaine manière, son souvenir est enfoui par celui de la guerre de Bosnie. Tandis que le siège et le massacre génocidaire de Srebrenica, qui date de juillet 95, presque 4 ans plus tard, interviennent presque à la fin de la guerre de Bosnie. Donc ça reste en effet plus dans la mémoire, je veux dire. Le terrain de football de Kasaba, près de Srebrenica. France 2, le 11 août 1995. La photo a été prise par un des satellites espions américains quelques jours après la chute de l'enclave musulmane aux mains des forces bosno-serbes. Les zones claires indiquées par les flèches, à en croire les experts américains, correspondent à de la terre fraîchement retournée, autrement dit des fosses communes, où pourraient être enterrées 600 personnes. Des preuves accablantes aux yeux de Madeleine Albright, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, qui a présenté cette nuit les conclusions américaines au Conseil de sécurité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des atrocités commises à une large échelle contre des civils bosniaques sans défense. Qui plus est, à une distance significative du champ de bataille. Ces photos confirment en tout cas les témoignages des réfugiés de Srebrenica, pour l'essentiel des femmes, des enfants et des vieillards, qui, eux, ont eu la vie sauve après le tri opéré par les Serbes. Mais jusqu'à aujourd'hui, malgré les demandes de la communauté internationale, aucune vérification, aucune recherche n'a pu être engagée sur place. Alors, Srebrenica, c'est une grosse bourgade qui est une enclave bosniaque dans un territoire à majorité serbe. La Forpronus, donc la force dite de protection des Nations Unies, je dis dite de protection parce que ce vocable, protection, a fait l'objet d'énormément de sarcasme, et je n'étais pas le dernier. En tout cas, disons, la Forpronus a envoyé une mission pour marquer son intérêt, l'attention qui était portée
à la population réfugiée dans la ville de Srebrenica. C'était le général Morillon, qui était, je crois, le numéro 2 ou le numéro 3 de la Fort Pronu à l'époque, qui avait dirigé ce convoi, et il avait été plus ou moins séquestré. Il y a eu des négociations, des discussions, et le général Morillon a été autorisé quelques jours plus tard à quitter l'enclave de Srebrenica en prononçant ces mots, restés un peu dans l'histoire, nous ne vous abandonnerons pas. C'est probablement la formulation la plus fâcheuse qui a été prononcée à ce moment-là, parce que 2 ans plus tard, c'était le grand massacre de Srebrenica qui se produisait sous les yeux impuissants de casques bleus de la Fort Pronu. Donc c'est vraiment un moment de honte terrible. Bon, mais il se trouve que dans ce convoi qui était en quelque sorte emmené par la Fort Pronu et le général Morillon, il y avait aussi des gens de Médecins sans frontières, et eux ils sont restés pour manifester symboliquement le fait que MSF s'implantait, et que cette promesse des Nations Unies, eh bien nous allions essayer de la tenir. On ne les abandonnait pas, on restait là, et il y avait du travail. La guerre en ex-Yougoslavie va en s'accentuant, en devenant de plus en plus violente, de plus en plus généralisée. Les déplacements de population, les déplacements forcés de population, les expulsions, les destructions de villages se multiplient, et peu à peu se constituent des cantons qui se regroupent entre eux et qui sont, disons, entre guillemets, enfin cette expression me fait horreur, mais parce qu'en plus elle est largement fantasmée, enfin bon, qui sont considérés comme ethniquement homogènes. Srebrenica est l'une des dernières localités qui échappe à cette logique, et d'une certaine manière, ça embête tout le monde. Ça embête la Fort Pronu, ça embête le pouvoir bosniaque, et évidemment, c'est une épine irritative pour les nationalistes serbes. Donc, au terme d'une série de tueries, des violences extrêmes, des demandes ou d'évacuations qui ne sont pas suivies des faits, les miliciens serbes lancent divers assauts, font partir des groupes de population vers Tuzla, Podgorica, etc. L'assaut final est lancé, si je me souviens, le 12 juillet 1995. Les casques bleus ont été désarmés, leurs armes ont été volées par les miliciens serbes, et là a commencé l'horreur, à savoir le regroupement des hommes entre 15 et 55 ans, qui étaient en gros les gens en âge de combattre, tandis que les moins de 15 ans et les plus de 55 ans, ainsi que les femmes, ont été évacués dans la ville proche de Tuzla, où d'ailleurs il y avait des équipes de Médecins sans frontières, et il y a 8300 disparus de façon absolument certaine. Et les opérations qui ont précédé Srebrenica, plus la mise à mort de ces 8300, plus une situation qui était tout à fait comparable dans la ville non loin de Srebrenica, qui était Goražde, tout cela a contribué à faire que le tribunal pénal a adopté la qualification de génocide qui était déjà, d'ailleurs, qui avait déjà été évoquée dans des massacres antérieurs, notamment dans la région de Srebrenica. Cet épisode de Srebrenica, pour nous, il a été particulièrement éprouvant. Mais il y a plus que ça, il y a, disons, du politique au sens plus général, parce que nous nous sommes demandé dans quelle mesure nous n'avions pas contribué à solidifier la tromperie qui était annoncée par le général Morillon, à savoir « nous ne vous abandonnerons pas ». Puisque Médecins sans frontières restait, nous étions en quelque sorte la preuve vivante que cet abandon n'aurait pas lieu. Est-ce que ça a pu être perçu par les populations? Alors, bon, c'est difficile de parler à leur place, bien sûr, mais est-ce que ça a pu donner la sensation, une fausse sensation peut-être de protection et de sécurité, le fait que MSF reste Ah oui, je crois, bien sûr. MSF restait, il y avait plusieurs centaines de soldats de la Fort Pronu. Là, en l'occurrence, au moment où ça s'est produit, c'était des Hollandais. Et d'ailleurs, la Hollande a été condamnée pour passivité devant le crime de génocide. Donc, oui, bien sûr, nous l'avons vécu comme ça a posteriori, et je ne vois
Pour des gens dans une petite bourgade comme ça, le Srebrenica, une équipe de Médecins sans frontières, à côté d'une équipe de soldats, enfin d'un bataillon de soldats des Nations Unies, c'est la preuve matérielle de l'implication de la communauté internationale. Donc c'est vécu comme peut-être pas une garantie absolue de sécurité, mais tout de même quelque chose d'assez robuste pour vivre de manière un peu apaisée et ne pas avoir peur en permanence du lendemain. Eh bien, on a vu que c'était un tort, et à MSF, comme d'ailleurs à d'autres endroits, on en a tiré les conclusions. Quand on entend le mot « zone de sécurité Nations Unies », on sait qu'il est temps de fuir. On sait qu'il ne faut pas le croire. C'est une leçon. Ce sont les Bosniaques qui ont payé très cher cette leçon, mais c'est une leçon que nous sommes nombreux à ne pas avoir oubliée. Il y a derrière tout ça ce questionnement un peu permanent de la potentielle instrumentalisation par un camp, par un autre, peu importe, par des acteurs internationaux aussi, la potentielle instrumentalisation des humanitaires et de l'action humanitaire. Il y a toujours cette question-là, finalement. Oui, mais je pense qu'il faut la traiter avec nuance, c'est-à-dire de manière pragmatique. Parce qu'il faut admettre que c'est pas pour nos beaux yeux ou pour l'aura morale qu'on pourrait représenter qu'on est admis à travailler dans un pays en guerre, mais pour servir les intérêts de l'institution, de l'appareil qui nous fait rentrer dans le pays. Cette donnée-là ne doit pas laisser entendre qu'on prend position pour le gouvernement qui nous accueille, mais elle est une invitation à la lucidité sur notre statut d'acteur humanitaire dans une situation de conflit qui doit sa présence dans cette situation au fait qu'il représente un intérêt pour au moins l'un des belligérants. Donc toute la question est de savoir, non pas si on sert les intérêts d'un belligérant, parce que cette question-là est résolue d'emblée. Si on ne les servait pas, on ne serait pas là. C'est de savoir quels intérêts on sert le plus, ceux de la population ou ceux des belligérants. Et notre obsession en tant qu'humanitaire doit être de tenter d'être clair sur ce partage des intérêts. Et d'avoir de bonnes raisons de penser que ce qu'on fait est malgré tout plus utile à la population qu'aux autorités. Si c'est le contraire, ça doit inciter à remettre en question à la fois la validité, peut-être les modalités de la présence et parfois la présence tout court sur le terrain. Merci à Ronnie Broman pour ses réponses et à MSF qui a coproduit avec nous cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio réalisé par Paul Berthiaud. On consacrera d'autres épisodes aux souvenirs de Ronnie Broman dans les mois qui viennent. D'ici là, tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.